Les succès, les réalisations, la domination, l'hégémonie du monde euro-anglo-américain au cours des 3 ou 4 derniers siècles ne sont pas venus sans une agression génocidaire. Ils n'ont donc pas appris de manière d'excellence. Ils n'ont pas de bilan, ils n'ont pas d'histoire à laquelle revenir pour être dominants, pour être au sommet du monde, à part l'agression génocidaire qui a été transmise par l'Empire britannique à l'actuel Empire américain. Bonjour à tous. Je suis Pascal de Neutrality Studies. Et aujourd'hui, je parle avec mon ami et collègue, le professeur Agogo Akpome, qui était ici à Kyoto il y a quelques semaines pour participer à la conférence Neutrality Studies. Originaire du Nigeria, le Dr Akpome a obtenu son doctorat en études littéraires anglaises à l'Université de Johannesburg. Et il est maintenant maître de conférences à l'Université de Zululand, en Afrique du Sud. Parmi d'autres sujets, le Dr Akpome étudie de près le lien entre les récits, le colonialisme et l'identité. Aujourd'hui, nous voulons donc parler un peu de l'Afrique et de la lutte mondiale autour des récits. Agogo, c'est un plaisir de te revoir. Merci d'être en ligne. Merci beaucoup, Pascal, et merci pour cette merveilleuse conférence et le temps passé à Kyoto. Je suis très heureux que cela vous ait plu. Je suis très heureux que vous soyez venus parce que vous nous avez offert une présentation merveilleuse. Votre profil en études littéraires n'est pas exactement en relations internationales, mais vous êtes venus parce que vous vous intéressez beaucoup à la façon dont les gens racontent les histoires des relations internationales et comment cela façonne leur approche. Et je suis très intéressé par cela, parce que l'Afrique, bien sûr, a été du côté récepteur depuis des siècles maintenant. Non seulement de la violence, mais aussi de moyens très méchants de justifier cette violence. Vous avez donné l'exemple de Joseph Borrell. Peut-être pouvez-vous raconter un peu la trajectoire de cet état d'esprit colonial envers l'Afrique. Merci beaucoup. Oui, vous dites que l'Afrique a été à la réception de la violence. Oui, c'est de la violence physique. Ce sont des massacres. Ce sont des génocides. Nous pourrions fournir une très longue liste, mais il suffit de dire, pour ceux qui le souhaitent, que les gens de nos jours sont très friands de preuves empiriques. Peut-être devons-nous leur rappeler le génocide des Namas et des Herero dans ce qui était l'Afrique du Sud-Ouest, maintenant la Namibie. Pas très loin de l'endroit où je suis né, au Nigeria, dans le delta du Niger, nous avons entendu parler du massacre de Bénin des années 1890. Il y a donc plusieurs massacres qui ont accompagné le colonialisme européen, ce que j'appelle le colonialisme européen historique. Mais il y a aussi la violence du récit. Il existe un lien fort entre ce que les récits font aux gens, ce que vous dites des gens, ce qui est dit des gens et ce qui est fait physiquement. Le récit violent généralitique met sa justification de la décision de brutaliser les gens. Ils fournissent également la justification des brutalités qui ont été commises et qui sont en cours. Il y a donc un lien très fort entre les récits et les actes d'agression, surtout dans le contexte du colonialisme, tant historique qu'actuel. Les chercheurs décoloniaux d'aujourd'hui l'appelleront colonialité. Il existe un lien fort entre l'état d'esprit et les actions qui sont faites après coup pour justifier ou continuer à soutenir cette violence. C'est donc à la fois une violence physique et une violence culturelle, une violence mentale, une violence psychologique. C'est une forme très grave de violence continue, oui. Je veux dire, nous voyons cela en direct en ce moment à Gaza, n'est-ce pas? Ces niveaux incroyables et insensés de violence physique. Une campagne d'extermination contre des personnes essentiellement sans défense. Une population qui va de pair avec le récit selon lequel
l'État agresseur se défend en éradiquant cette population victimisée. Et c'est un trope très ancien, n'est-ce pas? Je veux dire, pour les Africains, c'est très facile à reconnaître. Pouvez-vous peut-être en parler un peu? Absolument. Par exemple, toute la colonisation du continent africain, qui a duré des décennies, des siècles, et qui continue aujourd'hui, je pense qu'il est important de répéter que cela continue aujourd'hui. Pour établir les liens dont vous parlez, nous pouvons nous rappeler que certaines personnes n'ont pas examiné cela, mais c'est en fait dans le domaine public, c'est en ligne. Si vous cherchez le communiqué publié à la fin de la conférence de Berlin, la fameuse conférence de Berlin de 1884-1885, une partie de l'article 6 de ce communiqué, qui est toujours en ligne et librement accessible aujourd'hui, dit que les États colonisateurs cherchent à améliorer les conditions et la moralité des peuples africains. Il y a donc ce récit. Cela fait partie de ce qui a été appelé l'idée d'une mission civilisatrice du colonialisme, le meurtre de masse d'un peuple, le grand vol de ses ressources, la déshumanisation primitive et très brutale des gens, est accompagnée de ce récit et précédée et soutenue par le récit que c'est une mission civilisatrice. C'est donc ce que nous trouvons dans de nombreuses parties du monde, ainsi qu'à Gaza aujourd'hui. C'est l'idée que ce qui est fait est nécessaire pour produire une idée imaginée de civilisation, que c'est un acte civilisateur nécessaire. C'est horrible. C'est le moins qu'on puisse dire. Une des choses qui me met tellement en colère, c'est que d'une part, beaucoup de gens, surtout les Européens, considèrent le colonialisme plus ou moins de la même manière qu'ils considèrent le féodalisme. C'est quelque chose qui s'est passé il y a des lustres. Nous savons que cela fait partie de notre histoire, mais c'est très loin dans le passé. Et nous comprenons que ce n'était pas bien. Nous comprenons que cela a causé de nombreux problèmes sociétaux, mais nous avons surmonté cela. Nous sommes maintenant dans un monde qui fonctionne différemment, et tout le monde est équitable envers tout le monde. Donc tout le monde obtient sa juste part, et il n'y a plus de raison d'y penser. Ce n'est pas ce que c'est, n'est-ce pas? Et puis, désolé, je dois combiner cela avec des remarques comme celle de Joseph Borrell, parlant de la jungle en dehors de l'Europe. Ces tensions vont de pair, la croyance que c'est fini et sa continuation. Oui, c'est intéressant. Alors peut-être parlons un peu de Borrell. Pour moi, Borrell symbolise la continuation de ce même état d'esprit aujourd'hui. Il a fait ses commentaires en juin, je pense en juin 2022. Il les a fait en 22, c'est sûr. Lors de cette conférence, j'ai soulevé une autre chose qu'il a dite, et un collègue a dit « Oh non, Borrell n'est pas le plus ». Je ne me souviens pas de ces mots exacts, mais il suggérait que Borrell n'est pas le leader européen typique. Mais surprise, il n'a pas été interrogé par ses supérieurs, par ses employeurs. Il n'a pas été contredit. Personne n'a dit « Non, ce n'est pas l'Europe » parmi ceux qui l'ont fait le diplomate en chef. C'est un diplomate qui parle. Alors vous pouvez imaginer quand quelqu'un qui n'est pas diplomate parle à huis clos du monde. C'est la vision. Malheureusement, la réalité que nous avons est ce monochrome nous contre eux. Cette logique binaire persiste dans l'établissement politique euro-américain. Et cela réjouit généralement nos cœurs, surtout en tant qu'Africains, lorsque nous voyons d'autres collègues, des gens comme vous et bien d'autres, faire du travail, surtout pendant cette période de pandémie, d'évolution multipolaire et de guerre. Et quand nous voyons des collègues qui ont une perspective définitivement différente, cela réjouit vraiment leur cœur. Maintenant, pour parler du fait que cela continue, que nous ne parlons pas de quelque chose qui est passé, j'aimerais dire deux choses. Premièrement, le récit selon lequel c'est passé fait partie de la violence. Donc, si nous devons comparer cela, par exemple, dans une situation personnelle,
n'est-ce pas? Prenons le cas classique d'un couple avec un partenaire abusif. Un partenaire abuse de l'autre, prétend avoir changé et veut que la relation continue. L'abus qui s'est produit hier, ce partenaire dit aujourd'hui que c'est du passé, puis il continue à répéter l'abus le soir. D'ailleurs, n'oublions pas que le passé est souvent un produit de la narration. C'est aussi une catégorie construite. De nombreuses sociétés, en particulier celles qui contrôlent les récits, admettent dans la catégorie du passé ce qu'elles cherchent à contrôler ou à éloigner en termes de son utilisation pour comprendre les réalités actuelles. Ce n'est pas nécessairement ce qui a cessé de se produire, mais comment elles veulent le confiner. Ils veulent le confiner à une catégorie qui l'éloigne des façons dont les gens traitent les réalités actuelles et futures. Il est donc important pour les maîtres de l'establishment politique euro-américain de décrire le colonialisme comme passé. C'est nécessaire parce que cela masque les actes de colonialisme en cours. Et cela fait aussi ce travail massif de manipulation mentale, en disant « Oh non, ce qui vous arrive aujourd'hui, ce n'est plus de notre faute. Donc quoi qu'il vous arrive, c'est de votre propre faute. » Une autre chose importante pour renforcer ce point. La semaine dernière, nous sommes le 15 aujourd'hui, donc ça doit être la semaine dernière, Emmanuel Macron parlait aussi publiquement du monde rempli d'herbivores et de carnivores. Vous voyez donc ces répétitions d'un nous contre eux, et regardez son choix de terminologie, herbivore et carnivore. Regardez la psychologie de la guerre. Et puis il dit que l'Europe doit être omnivore. Il introduit cette troisième catégorie, mais c'est toujours une catégorie de conflit, c'est toujours une catégorie d'agression, de violence, c'est toujours une pensée à somme nulle. Donc l'idée de l'omnivore est de dévorer, de consommer, de détruire, d'éliminer, d'anéantir les herbivores et les carnivores. Donc c'est si nous devons progresser, mon sentiment est que si des gens comme vous, par exemple, qui plaident pour la neutralité, ce qui est un argument très noble, que je pense que les humains sains et civilisés devraient, l'état d'esprit que nous devrions avoir en tant qu'humains sains et civilisés, si nous ne traitons pas cet état d'esprit, si nous ne traitons pas cette vision, alors je ne pense pas que nous allons nulle part. C'est pourquoi je pense que les récits sont très importants. Oui. Je suis complètement d'accord. C'est un peu choquant de voir comment cette dissonance cognitive semble fonctionner chez ces personnes, et aussi comment elle fonctionne au sein du récit. Parce que d'une part, le récit se présente comme la mission civilisatrice, comme les Français l'appellent, la mission civilisatrice de l'Europe. C'était cette horrible façon de le dire pendant le colonialisme au XIXe siècle. D'autre part, ils commettent ensuite ces actes grossiers d'inhumanité totale, comme nous le voyons actuellement avec la manière dont la population autochtone de Palestine est exterminée, n'est-ce pas? Et cela doit coexister en même temps, n'est-ce pas? Cela va de pair. Comment expliquez-vous que le récit soit capable de faire cela, de proclamer le contraire de ce qui se passe réellement? Avez-vous une explication pour cela? Oui, vous savez, les récits me fascinent, surtout ceux qui créent de la similitude et de la différence. Les récits, même en termes de temporalité, le récit avec lequel nous construisons quelque chose pour être passé. Par exemple, un domaine d'intérêt pour moi est l'Afrique du Sud. Évidemment, vous savez, je regarde le terme post-apartheid et vous regardez le terme post-colonial. J'étais autrefois post-colonial, mais ces jours-ci, je préfère me décrire en termes décoloniaux. Parce que bien qu'il y a plusieurs années, je pense déjà au début des années 90, Anne McClintock a proposé l'idée de dire, quand nous parlons du post-colonial, nous n'utilisons pas post comme un marqueur temporel pour indiquer un éloignement du colonial.
Mais alors le terme pèse encore. Il pèse encore, donne une impression trompeuse de ce qu'est le postcolonialisme. Les récits, je pense que les humains y sont adeptes. Les humains ont montré qu'ils sont excellents pour construire des récits afin de mettre de la distance entre la réalité et la fantaisie, ou pour créer une distance inexistante entre une catégorie et l'autre. En termes d'identité, les catégories pourraient être celles de la race, cela pourrait être les catégories de l'ethnicité, et ce sont souvent les mêmes compétences narratives, représentationnelles, discursives, qui sont employées pour créer de la similitude. Par exemple, nous pourrions construire une similitude entre vous et moi, Pascal. Nous sommes des hommes, par exemple, n'est-ce pas? Nous pouvons mettre cela en avant. Nous pouvons mettre en avant le fait que nous sommes des universitaires, n'est-ce pas? Nous pouvons mettre en avant le type de travail que nous faisons. Nous sommes des intellectuels, n'est-ce pas? Nous pouvons également utiliser le récit pour construire de la distance. Nous pourrions utiliser d'équipe différentes. On pourrait dire que nous venons de différents lieux géographiques d'origine. Ainsi, en particulier les politiciens, les leaders religieux, même les intellectuels comme nous, les universitaires et les enseignants, sont habiles à assembler un certain ensemble de terminologies représentatives, de tropes représentatifs, pour créer, surtout lorsqu'ils ont le soutien de l'État, le soutien politique et le soutien culturel, des différences qui ne sont pas réellement en être. Ils les font advenir. Et la similitude, si vous connaissez le travail de Benedict Anderson, qui parle de la communauté imaginée, je ne sais pas si vous avez lu à son sujet, c'est le chercheur américain. Il propose une brillante théorisation de la façon dont vous, étant Suisse, par exemple, devenez Suisse. Je suis Nigérian. Le Nigeria a environ 900 000 km². Il y a donc de très nombreux Nigérians que je ne verrai jamais. Je n'interagirai jamais avec eux, n'est-ce pas? Mais je les considère comme étant les mêmes que moi à cause de la construction de l'idée du Nigeria et de l'idée de la nigérianité. Cette construction est donc extrêmement puissante pour le comportement psychosocial des gens. Et la capacité de faire cela, l'incapacité des gens à prêter attention à ce qui se passe, surtout pendant les campagnes politiques, est une chose très triste. Les gens ne peuvent pas comprendre quand les dirigeants publics ou ceux qui se présentent pour un leadership public utilisent des tropes, choisissent de décrire certaines catégories et inventent des catégories. D'abord, ils assemblent les tropes, ils sélectionnent le langage approprié pour le public approprié au moment approprié, puis ils inventent des catégories. Par exemple, auparavant en Afrique du Sud, le gouvernement raciste de l'apartheid avait créé des catégories de blancs, noirs, métis et indiens. Curieusement, nous sommes en 2024, 30 ans après 1994, et les gens acceptent encore la catégorie de métis. Certaines personnes protègent même jalousement leur identité de métis, bien que ce soit uniquement en Afrique du Sud que cette description soit utilisée pour ce qu'elle signifie. Donc, je pense que nous devons vraiment prêter une attention particulière. En ce qui concerne ce que vous dites, ces catégories sont nécessaires pour s'ancrer dans l'esprit des auditeurs, pour s'ancrer dans l'esprit des gens que l'agression est requise. Donc, au Rwanda, par exemple, vous regardez les tropes qui sont utilisées, vous regardez les catégories qui sont utilisées. Au Rwanda, par exemple, à l'approche du génocide de 1994 qui a tué au moins 800 000 personnes en 3 mois, et de la manière la plus brutale. Mais nous ne parlons pas de Léopold de Belgique, qui aurait tué 10 millions de personnes au Congo, par exemple. Au Rwanda, pour un exemple proche de chez nous, les Tutsis ciblés pour l'élimination étaient décrits comme des cafards. Vous voyez donc, ce terme est important. Un cafard est un nuisible à éliminer. Il déshumanise la cible et réduit celle-ci à quelque chose qui n'est pas humain,
à quelque chose contre lequel l'agresseur peut déployer ses pouvoirs pour éliminer. Et c'est la même chose qui se passe aujourd'hui. C'est la même chose quand on regarde les récits au Moyen-Orient, mais je suis très intéressé par l'Afrique. Il y a des récits sur l'Afrique et les Africains comme un lieu et un peuple sans philosophie. Et le dernier qui a retenu mon attention concerne les récits autour de la corruption. On entend beaucoup de ces récits. Eh bien, les Africains sont corrompus, les États sont corrompus. Cela sert à justifier l'éthos déshumanisant de la mentalité coloniale, selon laquelle ces peuples doivent être gouvernés. Leurs ressources doivent être gérées par quelqu'un d'autre, parce qu'ils n'ont pas la capacité morale de le faire eux-mêmes. Oui, et la manière dont les pays africains, beaucoup d'entre eux, sont encore maintenus sous une supervision très étroite, si vous devez l'appeler ainsi, est tout simplement stupéfiante pour un continent qui dit que le colonialisme est bien terminé depuis de nombreuses décennies, n'est-ce pas? Comme seulement 13 ou 14 États en Afrique du Nord, du Nord-Ouest, utilisent encore le CFA, désolé, j'oublie toujours, qui est frappé et produit en France. Et ensuite, ils sont obligés de l'utiliser. Et chaque fois, je veux dire, c'est juste le moyen parfait pour extraire ou obtenir toutes les ressources à une fraction du prix réel, n'est-ce pas? Une fraction. Parce que vous contrôlez le taux de change. Et cela se passe en ce moment même. Et Macron, et ainsi de suite. Et les Français ont encore l'audace de prétendre qu'ils sont là pour aider le continent africain, qu'ils donnent de l'aide. Tout ce discours sur l'aide est également scandaleux, n'est-ce pas? C'est absolument le cas. Permettez-moi d'attirer votre attention sur quelque chose que vous avez dit plus tôt. Vous avez mentionné la dissonance cognitive, par laquelle je pense que vous faites référence à ceux qui dirigent l'établissement euro-américain comme étant inconscients des paradoxes et des contradictions dans ce qu'ils disent, ce qu'ils prétendent croire et ce qu'ils font. Je pense qu'il y a une mesure dans laquelle ça peut expliquer la situation comme un paradoxe, comme une contradiction. La vie, bien sûr, est remplie de paradoxes et de contradictions. Mais je pense que nous devons aussi comprendre, et c'est un point que j'essayais de faire valoir lors de la conférence, que les succès, les réalisations, la domination, l'hégémonie du monde euro-anglo-américain au cours des 3 ou 4 derniers siècles ne sont pas venus sans une agression génocidaire. Et donc, je crois qu'il y a de nombreux dirigeants de ce monde, y compris des personnes comme Macron, par exemple, qui sont conscients. Certainement ceux qui sont à la tête du complexe militaro-industriel sont conscients que leur domination ne peut pas être soutenue parce que cette domination, vous voyez, a été obtenue par une agression génocidaire. Donc ils n'ont pas appris de manière d'excellence. Ils n'ont pas de bilan. Ils n'ont pas d'histoire à laquelle revenir pour être dominants, pour être au sommet du monde, à part l'agression génocidaire qui a été transmise par l'Empire britannique à l'actuel Empire américain. Alors qu'ils parlent, vous savez, d'économie, faites ceci, faites votre économie de cette façon, faites les taux d'intérêt, ceci et cela, le développement, c'est bla bla bla. Ils doivent maintenir le complexe militaro-industriel en marche. Ils doivent entretenir 800 bases militaires qui ne fonctionnent pas uniquement pour les États-Unis, à mon avis, mais pour l'ensemble de l'hégémonie anglo-américaine. Parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas atteint ce qu'ils ont atteint en convainquant qui que ce soit. Ils l'ont atteint en pointant une arme sur la tête des gens. Donc, ils savent que les armes doivent rester pointées sur la tête des gens s'ils veulent continuer. Donc en ce sens, il n'y a pas de dissonance cognitive. Ils sont juste habiles avec les récits, mais ils doivent masquer cela à leur population. Permettez-moi de faire ce dernier point.
which let me make this last point. I read somewhere, I can't remember now, that during the Spanish conquest, J'ai lu quelque part, je ne me souviens plus où, que pendant la conquête espagnole du Mexique, et vous savez que ces conquêtes étaient contemporaines de la diffusion d'une certaine forme de christianisme dans ces régions d'Europe, j'ai lu quelque part que lorsque certains chrétiens en Espagne ont reçu des rapports sur la nature horrifiante et violente de la conquête, ils ont commencé à défier leurs dirigeants en disant « Mais nous sommes chrétiens, nous ne sommes pas censés tuer des gens. » Et puis les conquistadors ont dit « Non, ce ne sont pas vraiment des gens, nous essayons de les rendre humains. » Donc ces récits sont nécessaires pour maintenir les actions qui contredisent les messages, pour faire en sorte que ces messages s'alignent avec les actions. Ils sont absolument nécessaires. Donc, dans cette mesure, pour des gens comme vous et moi, nous pouvons parler de dissonance cognitive. Mais je pense qu'il y a des gens là-bas qui savent réellement. Je veux dire, comment Boris Johnson pourrait-il ne pas savoir? Je veux dire, nous déshumaniserions des gens comme ça si nous disions, à ce niveau, je peux comprendre qu'il y a des électeurs qui peuvent ne pas comprendre, qui peuvent ne chercher que leur confort personnel, je veux dire en Europe et en Amérique. Mais comment les gens qui fomentent des guerres, qui dépensent des sommes énormes d'argent, pourraient-ils ne pas savoir que c'est ce qu'ils font? C'est difficile pour moi de comprendre cela. Vrai. Non, c'est vrai. Et à un certain moment, à un certain niveau, certaines personnes doivent être conscientes des conséquences réelles de leurs actions politiques. Mais en même temps, le système dont vous avez besoin, la machinerie sociologique, est si vaste, si grande. Et il y a tellement d'acteurs impliqués. Vous savez, les rédacteurs de journaux et les modérateurs d'émissions d'actualité, puis les universitaires, dans les universités, qui conceptualisent tout cela. Je ne pense pas qu'ils soient tous de mèche comme en train de dire « conspirons pour créer un récit ». C'est plutôt que la façon dont cela se propage à travers le système crée ensuite quelque chose qui, pour le reste de la population qui vit dedans, fait un monde dans lequel vous êtes un champion de l'humanité tout en tuant 10 millions de personnes au Congo. Vous savez, comme la Belgique. Même pas la Grande-Bretagne ou les Américains, mais la Belgique a fait ça. Et cela permet simplement que cela se produise. Mais en ce sens, le récit est alors essentiel pour que la violence se produise. Oui, c'est absolument essentiel. Jeffrey Sachs, que je respecte énormément, je le suis. Et bien sûr, vous savez qu'il a également été ostracisé par les médias grand public aux États-Unis et dans de nombreuses parties du monde. Il parlait, je pense, à un groupe d'étudiants à Cambridge, il y a moins de 2 semaines. Et il fait remarquer de manière intéressante qu'avant l'invasion de l'Irak, des groupes de discussion ont été organisés pour déterminer les moyens par lesquels cette invasion serait vendue au public américain. Donc je réponds à ce que vous avez dit. Oui, à un certain niveau, nous pouvons dire en effet, ces gens, ils ne sont pas ensemble. Je veux dire, ils n'ont pas un seul groupe WhatsApp, par exemple. Ils n'ont pas une seule réunion. Mais Immanuel Wallerstein nous aide à comprendre comment ces choses fonctionnent dans sa théorie très utile des systèmes mondes, comment les systèmes se forment. Et je pense que c'est aussi en quelque sorte inhérent à la civilisation humaine. Les systèmes sont inhérents aux humains, même dans le monde animal. Donc peut-être que de manière intuitive, instinctive, nous, en tant qu'humains, savons comment faire fonctionner les systèmes. Nous n'avons pas vraiment besoin d'un groupe WhatsApp. Nous savons qui parlera avec qui et où cela se répercutera. Et puis c'est comme l'eau qui trouve son niveau. Quand l'eau est à une altitude élevée, vous n'avez pas besoin de montrer à l'eau qu'il y a une altitude plus basse pour couler. L'eau coule et elle continue de couler. Une fissure ici, une crevasse là, une pente ici, une inclinaison là, et elle continue de descendre.
here, a slant there, and it keeps going down. So I think, well, other theories. Je pense donc que, eh bien, d'autres théories doivent faire plus à ce sujet pour nous, ou peut-être que certaines l'ont fait et que nous ne les avons pas encore lues. Mais je pense que dans le sens de l'instinct et de l'intuition, ils sont de mèche parce que les gens étudient les lieux. Les gens étudient les systèmes. Quelqu'un qui arrive aujourd'hui va dire « D'accord, c'est ce que cette personne a fait. Voici comment il l'a fait. Voici les résultats. » Les gens lisent des livres. Les gens suivent l'histoire. Et c'est ce que je vais faire. Et parfois, aussi sûr que possible, ils obtiennent les résultats. Ils obtiennent les résultats. Donc, par exemple, presque chaque petit enfant sait que les mensonges sont puissants. Et c'est un problème que beaucoup d'entre nous qui avons de l'intégrité rencontrons, je pense. Nous sous-estimons tellement le pouvoir des mensonges. Vous savez, les gens disent souvent « Oh, very safe in here, right? » Je ne pense pas que la vérité éclate. Mais n'est-il pas fascinant que lorsque vous êtes capable, ou lorsque le système est capable d'imposer un bon récit, et par bon récit, je ne veux pas dire dans un sens moral, je veux dire un récit dominant, le récit est capable d'incorporer des mensonges, même ceux qui sont révélés comme tels, et le récit ne se brise pas. Je veux dire les 40 bébés décapités comme exemple, ou, je veux dire, sur le continent africain, vous trouverez des centaines de mensonges qui n'ont pas nui au récit global, malgré le fait qu'ils aient été révélés. Comment ça fonctionne-t-il? Oui. Encore une fois, il y a un travail que je fais actuellement. C'est ce que je vais présenter lors d'une conférence que nous organisons ici la semaine prochaine. Je l'ai présenté plus tôt. Je l'appelle la colonialité du discours. Ainsi, le récit fonctionne avec le langage et tout un spectre de signifiants et de modes de signification, y compris les liens intertextuels. Donc même si vous parlez de l'événement à Amsterdam il y a quelques jours, c'est impossible sans les discours antérieurs sur les gens en tant que victimes et certaines personnes en tant que perpétrateurs habituels de violence. Ainsi, les récits et les discours fonctionnent en collaborant les uns avec les autres. Ils fonctionnent par allusion. Nous sommes sortis d'une situation en Afrique du Sud, et nous sommes encore en fait dans cette situation où certains personnages sont dépeints comme corrompus par certains personnages. Un groupe de personnages veut se présenter comme neutre. Et c'est très intéressant pour moi parce que c'est la même chose qui s'est passée au Nigeria vers 2015. Donc, un candidat à un poste politique dépeint l'autre candidat comme corrompu. D'accord. Et vous le faites tellement, vous le faites si souvent. Bien sûr, vous vous souvenez, vous répétez un mensonge et il prend le statut de vérité dans l'esprit de certaines personnes. Et puis vous développez des indices, vous développez des allusions, vous développez des gestes obliques. Donc dans ce cas particulier, si je suis capable d'accuser Pascal à plusieurs reprises d'être corrompu sans preuve, je peux maintenant dire que ceux qui sont liés à Pascal, une fois que je dis que cette personne est liée à Pascal, j'ai transféré l'épithète de corruption à cette personne. Et nous faisons ce transfert. Nous continuons à faire le transfert. Donc dans le contexte du colonialisme, par exemple, cela a été fait de manière si puissante. La déshumanisation du non-européen, en particulier de l'Africain, a été réalisée sur tant de siècles, si vigoureusement, qu'il y a beaucoup de gens qui acceptent réellement le statut qui leur a été conféré. Donc quand Macron arrive en 2014 pour dire quelque chose à cet égard, il rencontre un terrain très bien arrosé, fertile. Il n'a pas vraiment besoin de pousser. Il n'a pas besoin de pousser avant que ce qu'il dit soit accepté. Et vous savez, les stéréotypes contre les Latinos en Amérique, par exemple, les stéréotypes contre les Asiatiques en Amérique, par exemple, ces gars-là construisent sur un terrain arrosé, un terrain très fertile et arrosé. Et vous voulez dire par ces groupes, n'est-ce pas?
par ces groupes victimisés, comme l'intériorisation de ce discours dans ces groupes. Absolument. Tout cela conduit à l'intériorisation. Absolument. Absolument. Il est difficile de rencontrer des Africains qui n'ont pas, dans une certaine mesure, intériorisé les mensonges racontés à leur sujet au fil des siècles. Il n'est pas facile de rencontrer des Africains qui en sont complètement libérés, selon mon expérience personnelle. Je ne généralise pas, mais selon mon expérience personnelle, c'est difficile à trouver. Un projet sur lequel je travaille encore aujourd'hui est de savoir combien de Sud-Africains, à l'ère des réseaux sociaux, répètent ces stéréotypes nuisibles et déshumanisants à leur propre sujet. Certains l'utilisent comme de l'humour. Mais quel genre d'humour est-ce? C'est quelque chose que je trouve difficile, mais j'étudie les façons dont ces stéréotypes ont été transmis et intériorisés. Mais là où je pense que c'est plus dommageable, bien que ce soit déjà assez dommageable, c'est dans les centres de pouvoir en Europe et en Amérique, où certaines de ces idées persistent, surtout parmi des personnes comme Macron. Macron, pour l'amour du ciel, je pense qu'il a encore moins de 50 ans, n'est-ce pas? Il est assez jeune. Il parle de carnivores. Il parle de carnivores en 2024, malgré ce qui s'est passé en Ukraine, malgré ce qui s'est passé dans de nombreuses parties du monde. En 2024, quelqu'un qui a moins de 50 ans parle encore de pourquoi l'Europe doit être un omnivore. Vous pouvez donc voir la nature primitive, la barbarie et la nature primordiale, en fait proto-humaine, de ces idées qui restent ancrées dans l'imagination de ces personnes qui prétendent diriger le monde. Et c'est effrayant. Non, c'est effrayant. Et je dois juste revenir sur quelque chose que vous avez dit ou analysé il y a un instant, comme cette connexion entre le récit global et les signifiants, etc. L'erreur que beaucoup de gens bien intentionnés comme nous commettent est de penser que tout ce que nous devons faire est de démasquer les mensonges. Et ensuite, la vérité brillera et éclairera tout le monde. Et ensuite, nous pourrons avancer, n'est-ce pas? Ces idées élevées des journaux, etc. La démocratie meurt dans l'obscurité, et blablabla, malgré le fait qu'ils n'y croient pas eux-mêmes. L'idée que nous avons besoin de la vérité, mais que la vérité ne suffit pas, n'est-ce pas? La vérité ne tue pas réellement le récit. Non, elle ne le fait pas. Que peut-on faire contre ces récits destructeurs dans la théorie narrative? Est-ce la construction de contre-récits? Ou que faut-il faire pour traiter des récits qui ne peuvent pas être tués, simplement en démantelant les mensonges sur lesquels ils sont construits? C'est une question très importante que vous avez posée. J'aimerais avoir une réponse ou une réponse simple, mais c'est quelque chose qui m'a tourmenté. Et je vais m'inspirer de Chinua Achebe. Peut-être avez-vous entendu parler de Chinua Achebe, l'écrivain nigérian. Il dit quelque chose de très intéressant. Laissez-moi essayer de le paraphraser. Il grandit avant 1960. J'essaie de ne pas dire avant l'indépendance, parce que je ne pense pas que les pays africains soient encore indépendants. Donc il grandit avant l'indépendance symbolique. Et je suis content. Vous savez, le ministre des Affaires étrangères, maltais, que nous avions à la conférence, a dit quelque chose comme il a dit « indépendance factice ». J'ai pris ça de lui. Oui. Donc Achebe grandit pendant cette période, et il lit deux récits. Et c'est une partie très intéressante de ce qui doit être fait, si nous pouvons le concevoir de cette manière, cette question très puissante qu'il pose. Il lit et prend des notes sur le fait que dans les études littéraires, ce qui est prédominant, ou ce que nous prenons comme point de départ fondamental, ce sont les récits, généralement des récits fictifs que beaucoup de gens ne prennent pas au sérieux. Donc Achebe lit ce roman, je pense qu'il y en a deux, qui l'impactent très fortement. Il y en a un qui s'appelle, je crois, Monsieur, je me demande pourquoi j'oublie, mais c'est de Joyce Carey. L'autre, bien sûr, est le roman de l'écrivain polonais Au cœur des ténèbres,
où il a plusieurs scènes sur les Congolais indigènes, les décrivant comme des bêtes. Donc Achebe dit quelque chose à un stade ultérieur de sa carrière. Une fois, on lui a demandé pourquoi il n'écrivait pas sur l'Amérique. Il a été en Amérique pendant longtemps avant de mourir. Il a dit que tant de gens écrivent sur l'Amérique, mais la réalisation à laquelle il est parvenu en tant qu'étudiant de premier cycle, parce qu'il écrit des choses pour la partie en tant qu'étudiant de premier cycle, ce qui est énorme, il est encore dans la vingtaine, il a dit qu'il est arrivé à la réalisation que les histoires ne sont pas innocentes, que les histoires sont utilisées pour dépeindre les gens de manière négative. Alors il a réalisé, j'essaie de le paraphraser, qu'il a un devoir. Parce que dans ses textes, il a commencé à voir que ces personnages représentés comme des bêtes sont des personnages comme lui. Alors il a dit qu'il a décidé d'écrire des histoires et de les diffuser pour qu'elles se mélangent. Il n'a pas utilisé ces mots, mais je pense qu'il voulait dire aider à repousser certaines des histoires négatives qui ont été écrites sur les Africains. Chimamanda Adichie poursuit cela. Je pense que c'est la même idée qu'elle avance lorsqu'elle parle du danger d'une histoire unique. Là où une seule version d'un récit est autorisée à dominer, il y a lutte. Les gens croient ces histoires. Et je pense que c'est ce que vous faites. Je pense que c'est l'une des principales choses pour lesquelles nous devons être reconnaissants envers les médias alternatifs. Parce que sans les médias alternatifs, qui saurait ce qui se passe vraiment à Gaza? Qui saurait ce qui se passe en Ukraine, en Russie, au Soudan du Sud et dans tous ces endroits? Donc je pense qu'au lieu d'attendre que l'histoire, que la vérité sorte, la vérité doit être dite. Et les récits alternatifs, je n'aime pas le mot alternatif, je retire ça, d'autres récits doivent être racontés parce qu'on arrive à un point où je pense que les gens commencent à prêter attention. Les gens commencent à voir les contradictions très évidentes, les mensonges très évidents, comme la situation à Amsterdam. Nous le ferions, mais très important. Laissez-moi d'abord parler de la situation de George Floyd. Vous vous souvenez de George Floyd? J'ai grandi au Nigeria en entendant parler de la façon dont les hommes noirs américains sont irresponsables, comment ils n'aiment pas aller à l'école. C'est le stéréotype avec lequel nous avons grandi. Oh, l'Amérique est un si beau pays, mais ces gars noirs, ils ne sont tout simplement pas sérieux. Ils ne veulent pas étudier. Ils veulent juste mettre une fille enceinte. Ils veulent juste se droguer. Et si cette fille n'avait pas filmé le meurtre de George Floyd, rappelez-vous que les policiers avaient déjà déposé un rapport au poste de police avant que l'histoire n'éclate. Ils ont dû retirer cela parce que cette autre histoire a délogé la première histoire. Je pense donc que c'est très important. Et ce qui s'est passé à Amsterdam il y a quelques jours, si les gens ne l'avaient pas enregistré et diffusé les histoires presque en même temps que les fausses versions circulaient, quel recours aurions-nous pour découvrir la vérité? Je sais donc que je n'ai pas entièrement répondu à votre question, mais c'est certainement quelque chose qui doit être fait. Mais je pense que, plus important encore, nous devons être conscients de la façon dont les récits, les stéréotypes, les clichés sont générés, les objectifs qu'ils servent, les manières dont ils sont diffusés et les effets qu'ils ont. Je pense que nous devons aussi, peut-être de manière plus intentionnelle, et c'est ce que j'espère pouvoir faire avec ce que je fais, faire savoir cela aux gens. Je suis d'accord. C'est aussi une question de praticabilité. Il ne suffit pas de simplement rapporter ce qui se passe réellement. Il faut aussi le rapporter encore et encore. Il faut créer une contre-avalanche à cette avalanche de mensonges, n'est-ce pas? D'une part. D'autre part,
Je me demande en ce moment, c'est une question sérieuse, si cela peut être fait en décomposant la complexité de ce qui se passe et en l'expliquant. Parce que l'une des choses est que beaucoup de la violence et de ces récits violents que nous voyons reposent sur une version simpliste de la réalité. C'est une version stupide de ce qui se passe, n'est-ce pas? C'est comme, c'est souvent le noir et blanc, le bien et le mal, et ainsi de suite. Et une partie de moi veut faire le contraire et dire, non, nous devons déconstruire cela, et expliquer la complexité, et ramener la complexité. De cette façon, vous démantelez ce récit. D'un autre côté, cela pourrait être la mauvaise stratégie. Peut-être que la stratégie doit être de donner un contre-récit simple, qui a la capacité de supplanter le récit destructeur. Et je ne sais pas quelle approche aurait le plus de sens. Montrer la complexité ou essayer de créer un contre-récit simple qui peut recouvrir le récit destructeur. Qu'en pensez-vous? Encore une fois, des idées très brillantes. Oui, permettez-moi d'abord de commenter la version simplifiée. La version simplifiée n'est en fait pas stupide. Cela pourrait être une version pour les personnes simples, donc c'est la version pour les imbéciles. Oh, ce type est un méchant, nous devons l'éliminer. Ce type est Hitler, nous devons l'éliminer. Donc c'est la version. C'est simplifié, je suis d'accord avec vous, c'est une version simplifiée et simpliste. Mais ce n'est pas stupide dans le sens où cela a nécessité une construction. Comme l'a dit Sachs, pour l'invasion de l'Irak, en fait, des groupes de discussion ont été organisés. Ces gars savaient que nous devions dire aux gens. Par exemple, l'establishment américain essaye maintenant, certaines personnes dans l'establishment américain, à partir des nouvelles que nous entendons, essaient de dire pourquoi ils devraient mettre fin à la guerre en Ukraine et passer à la Chine, par exemple. Mais cela ne va pas être vendu de cette manière. Cela va être présenté comme « Nous sommes un peuple pacifique, mettons fin à la guerre ». Puis 2 semaines plus tard, une autre guerre va commencer. Quelque chose comme ça. Donc ce n'est pas stupide dans le sens où cela a nécessité beaucoup de planification. Mais c'est stupide, je suis d'accord avec vous, dans le sens où c'est la version idiote pour ceux qui ne veulent pas et peut-être ne peuvent pas, ou qui ont été lobotomisés au point de ne pas utiliser leur sens. Ils acceptent simplement tout ce que dit le politicien, tout ce que dit le gouvernement, tout ce que dit les médias d'entreprise. Oui, votre question, vos suggestions, je pense que les deux, une combinaison et peut-être plus de stratégies, doivent émerger. Ce n'est pas une question à laquelle je pense pouvoir répondre malgré le temps que j'ai consacré au récit. Mais je pense, oui, les gens aiment les choses simplifiées. Mais le risque de fournir une version contre-simplifiée est que lorsque cet imbécile devient sophistiqué, il pourrait vous associer à l'autre camp, avec les mêmes personnes qui produisent un message stupide. Donc je pense qu'une fidélité à la complexité est nécessaire, mais il doit y avoir une stratégie impliquée. La conclusion à laquelle je suis arrivé est qu'il doit y avoir une stratégie. En détail plus fin, je ne peux pas dire que je sais pour l'instant, mais il doit y avoir des contre-récits. Il doit y avoir une certaine fidélité à la complexité. Pour des raisons stratégiques, la simplification peut également être nécessaire en tant que partie de celle-ci. Mais beaucoup d'efforts sont ce que les gens qui soutiennent la vérité sont souvent réticents à faire. L'effort fait par le complexe militaro-industriel pour vendre des guerres à des centaines de millions de personnes en Europe et en Amérique. Ils le font en ce moment en Europe. Ils convainquent les Européens. Et quelqu'un m'a demandé, quelqu'un qui n'est pas un intellectuel, quand je fais ces arguments, si ce n'est pas vraiment que les Européens veulent la guerre. L'Européen ordinaire, l'Européen moyen, le veut. Il a dit, mais alors pourquoi ne s'oppose-t-il pas à leur gouvernement? Et il m'était difficile de répondre. Mais l'une des raisons est que les gouvernements leur ont donné un récit qu'ils n'ont pas pris le temps de comprendre.
de déconstruire. Donc des contre-récits doivent être racontés. Je pense que les médias alternatifs, encore une fois, je n'aime pas le mot alternatif, les nouveaux médias doivent être utilisés. La stratégie, l'effort et l'argent doivent y être investis. Je pense que les personnes qui font un travail comme le vôtre, il incombe à ceux qui veulent la vérité de soutenir ce genre de travail. Le fait est que, vous savez, les récits les plus réussis, en particulier ces récits pro-guerre que j'étudie depuis un certain temps, ce que j'ai réalisé, c'est qu'ils sont si bien construits. Ils sont si bien faits que l'opposition à ceux-ci parvient à les intégrer. Vous savez, le truc est le suivant. OK, vous avez des gens qui ne croient pas au récit et qui veulent le démanteler. Et puis le récit lui-même les prend en charge et dit « Ce sont les amoureux de Poutine. C'est l'ennemi de l'intérieur. » Donc, tout ce qu'ils disent est une preuve et un témoignage de la véracité de ce récit. Vous perdez la capacité de fournir un contre-argument parce que le récit est capable d'incorporer le contre-argument en lui-même et ainsi créer le système harmonieux parfait pour lui-même. Oui, mais n'oubliez pas, je suis d'accord avec vous, qu'ils sont capables d'intégrer, de coopter l'opposition. Mais n'oubliez pas que les personnes qui promeuvent ces récits sont extrêmement bien financées. Elles ont des ressources considérables et sont très puissantes. Mon impression, je ne peux pas avancer de preuves empiriques pour cela, est qu'elles réussissent principalement en forçant les gens à adopter ces récits. Prenez cette dame qui a fait le rapport initial sur l'incident d'Amsterdam. C'était trop rapide pour la convaincre. Je ne pense pas qu'au moment où elle a réitéré la vidéo suivante, elle était convaincue. Je pense qu'elle a été forcée. Et ces personnes ont la capacité de contraindre dans le milieu universitaire. Elles ont la capacité de séduire. Elles offrent des bourses, elles offrent un soutien très généreux. Très généreux. Ils menacent. Ils menacent. Les 800 bases militaires dans le monde entier, cette énorme somme dépensée pour le renseignement, tout le système de surveillance mondial n'est pas pour rien. Ils menacent réellement. Et je pense que c'est là que se trouvent nos pires craintes. Parce que combien de personnes vont résister à cette menace et rester fidèles à ce qu'elles croient être la vérité? Surtout, les gens du Nord global, les gens en Europe et en Amérique, qui ont vécu des vies de commodité toute leur vie. Les gens qui sont nés dans la richesse. Beaucoup d'entre nous, Africains, ont affronté beaucoup d'adversités. Donc parfois c'est du 50-50. Certains d'entre nous ont eu des parents qui étaient impliqués, des personnes qui ont perdu la vie, qui n'ont jamais connu la commodité parce qu'elles essayaient d'affirmer la dignité des humains. Mais beaucoup de nos homologues européens ne sont pas comme ça. Ils ont vécu dans l'opulence et la commodité. Il n'est pas facile de faire en sorte que ces personnes défendent soudainement la vérité. Donc tout ce qu'ils ont à faire, par exemple, c'est de modifier un rapport, de reformuler un rapport. Et puis ils pourraient perdre leur emploi s'ils ne reformulent pas le rapport ou s'ils ne le formulent pas de la manière que le bailleur de fonds souhaite. Nous devons donc aussi penser à cela. C'est pourquoi je pense que la solidarité et le soutien met un éveil et les gens peuvent ne pas aimer cela. Ce genre de discours n'est pas non plus très populaire parmi les universitaires qui prétendent créer une distance entre eux-mêmes et l'intégrité, la morale et l'éthique. Je pense qu'un éveil éthique est crucial. Un éveil éthique est très très important. Je crois toujours que les gens sont fondamentalement bons. Ils veulent être bons les uns envers les autres. Oui, nous avons de la rage, des peurs et d'autres émotions, mais fondamentalement, nous voulons être en paix avec les autres. Il y a une infime fraction de personnes qui sont psychopathes et une infime fraction qui sont pathologiquement sadiques. Mais la grande majorité ne l'est pas. Donc, la question porte davantage sur la manière dont le système et les récits en sont une partie importante,
permet ces résultats négatifs, n'est-ce pas? Qui impose de grands résultats négatifs structurels, y compris la mort et la destruction généralisée sur certains groupes de l'humanité. Et je me demande alors, vous avez tout à fait raison, les Européens, les Euro-Américains, ne sont pas habitués aux difficultés, aux périodes de difficultés réelles et prolongées. Mais pensez-vous que peut-être le changement que nous observons maintenant, avec l'autonomisation du Sud global, et je me souviens que vous l'avez également souligné dans votre présentation, la part du PIB mondial, des nations BRICS, etc., pourrait nous donner une chance de construire un avenir plus coopératif, parce qu'il vient de lieux qui ont dû endurer tant de choses. Je le pense vraiment. Je suis optimiste. On dit que l'espoir fait vivre. J'espère vraiment que cela se produira. Mais je pense qu'il y a une chance, surtout comme l'a soutenu le philosophe portugais Bonaventura de Sousa Santos il y a environ 10 ans, j'espère que j'ai bien retenu le nom, qui a parlé des signes d'épuisement des systèmes de connaissance et de pouvoir euromodernistes. Cet épuisement, je crois, conduira à un changement de paradigme. Et des événements tels que le Covid et certaines des guerres en cours obligeront les gens à réaliser que le sol solide sur lequel ils se tenaient depuis longtemps est maintenant en train de trembler. Et quand le sol sur lequel vous vous tenez tremble, vous n'avez pas besoin d'un sermon. Vous n'avez pas besoin d'être convaincu pour bouger. Vous bougez. Vous bougez immédiatement là où vous êtes. Et donc, malheureusement, ce n'est pas qu'on espère que les choses iront mal pour une partie du monde. Mais quand les choses vont mal, les gens sont forcés de reconsidérer leur position, ce en quoi ils avaient confiance, les actions qu'ils prenaient, les stratégies qu'ils employaient, et ils étaient sûrs d'obtenir certaines réponses, certains résultats. Quand ces résultats ne produisent plus les actions souhaitées, je pense que les gens sont forcés de dire, et je pense qu'ils considéreront cela absolument comme le déplacement de la richesse, le déclin des niveaux de confort que les gens connaissent dans certaines parties du Nord global. Je pense que cela les forcera. Et bien sûr, les problèmes climatiques aussi. Regardez les inondations à Malaga ces derniers jours. Je pense que cela devrait, espérons-le, inciter les gens à bouger. Mais je ne sais pas si je serai entièrement d'accord avec vous pour dire que la majorité des gens, eh bien, si vous parlez des gens, oui peut-être, mais si vous parlez des personnes qui détiennent le pouvoir, je ne pense pas que ce soit tout à fait la même chose. Parce que le pouvoir a une façon d'attirer un certain type de personnes. Et c'est l'un des plus grands problèmes de la démocratie, telle qu'elle est pratiquée. Je ne sais pas si cela vous arrive. Laissez-moi juste vous demander. Disons parmi votre cercle d'amis, n'est-ce pas? Vous voulez faire quelque chose d'informel et vous avez besoin que quelqu'un fasse quelque chose. D'après mon expérience et mon expérience culturelle, ce ne sont souvent pas les plus capables qui se portent volontaires pour faire ce qu'ils font de mieux pour un groupe. Je ne sais pas si cela vous arrive. C'est anecdotique, mais cela peut avoir un certain sens. Les personnes qui peuvent peut-être gérer l'argent pour un groupe ou aider le groupe demandent généralement, nous disons habituellement, Pascal, tu es le meilleur dans ce domaine, s'il te plaît, fais-le pour nous. Et vous le faites. Mais le système démocratique actuel, le système démocratique bourgeois, est celui dans lequel l'escroc absolu parmi nous tous est celui qui cherche à devenir trésorier du groupe. Donc beaucoup de gens restent au pouvoir. Oui, et vous pouvez regarder la façon dont les systèmes politiques aux États-Unis et en Europe, et quel genre de personnages ils produisent. Absolument. Je veux dire, je n'ai rien à redire à cela. Ce ne sont pas les personnes les plus compétentes,
mais ce sont celles qui arrivent au sommet. They are the ones who make it to the top. Yeah. They are. They are. So that's Ils why le sont. I'm Ils le a sont. bit skeptical about your C'est pourquoi je suis un peu sceptique quant à votre thèse selon laquelle la plupart des gens sont bons. Peut-être dans la population humaine en général, mais au bout du compte, ce sont ces personnes qui prendront les décisions. Ces personnes se frayeront un chemin vers l'avant. Ils se frayent littéralement un chemin vers l'avant. They literally force their ways to the front. Yeah, that's true. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais ils le font dans un système où ils n'ont pas nécessairement besoin de voir les personnes qu'ils écartent et la misère qu'ils causent, n'est-ce pas? Une grande partie de la violence structurelle est perpétrée par des personnes qui n'ont pas à appuyer sur la gâchette, n'est-ce pas? Vous créez quelque chose qui crée un système, de sorte que même Hitler, quand il rentrait chez lui, il embrassait probablement sa petite amie, sa femme, et il avait son chien, et probablement qu'il donnait de la nourriture aux gens à sa table. Vous savez, même les pires des pires dans les relations interpersonnelles, la plupart des gens se comportent bien avec les autres. Mais ensuite, les systèmes que nous créons et les récits que nous construisons autour d'eux créent de la violence structurelle. Oui, je comprends ce point. À gogo, je veux dire nous atteignons la marque d'1 heure, et j'ai vraiment apprécié cela. Nous n'avons même pas eu l'occasion de parler de la politique étrangère africaine, mais j'ai trouvé cela fascinant. Nous le referons. Et si les gens veulent découvrir votre travail, où devraient-ils vous suivre, vous trouver, lire à votre sujet et vos analyses? Je ne suis pas vraiment une personne des réseaux sociaux ces jours-ci, mais vous savez, dans le milieu académique, je suis sûr que vous avez un numéro ORCID, Google Scholar. Oui, et peut-être que si quelqu'un est intéressé, il suffit de chercher le nom sur Google. Je suis actuellement professeur associé au département d'anglais à Zululand. Ce n'est pas un endroit très connu ou très attrayant, mais je l'aime bien ici. Mais oui, et puis nous nous déplaçons et nous rencontrons lors de ces conférences et programmes. Donc oui, peut-être pour l'instant, mais j'ai l'intention, j'ai un profil sur LinkedIn, mais il n'est pas du tout à jour. Je mettrai votre numéro ORCID dans la description pour que les gens puissent trouver vos écrits académiques liés à cela. Et ensuite, nous vous inviterons à nouveau sur la chaîne et nous parlerons peut-être plus de l'Afrique la prochaine fois. Mais merci beaucoup. Merci beaucoup, Pascal. Si vous appréciez Last New Traduction, veuillez envisager de nous soutenir sur Patreon. Le lien est dans la description. Merci beaucoup.